Bonsoir la VOD. Alors, laissez un commentaire avec les mots-clés SSH, Vagrant et Libvirt. Pourquoi? Parce que ce soir, on va essayer de débugger la connexion SSH entre le conteneur Vagrant et le conteneur Libvirt. Donc sans plus attendre, on passe sur la scène. Alors aussi ce soir, ce stream de ce soir, et donc pour ceux qui regardent la VOD, les trois vidéos en commençant par celle-là et les deux suivantes seront les dernières avant Noël, parce qu'après je vais faire une petite pause. Donc au moins jusqu'à lundi, et peut-être un peu plus, peut-être jusqu'au Nouvel An, on ne sait pas, parce que peut-être que je vais mettre en place des trucs en plus et que je pourrais pas trop streamer pendant ce temps-là. On va voir. Mais au moins jusqu'à lundi, il n'y aura pas de stream. Donc on est mardi aujourd'hui, donc lundi prochain. Voilà. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ah oui, pour ceux qui se disent, ah, on voit le mot de passe et tout ça, c'est pas accessible publiquement, c'est temporaire, c'est en attendant qu'on ait un Ansible Galaxy qui permettra de packager correctement nos collections. Donc là, ça sert à rien, ce mot de passe, c'est pas accessible. Donc je vais l'enlever, comme ça évitera le bait dessus. Alors, là, on est en train de reconstruire les conteneurs. Alors j'ai bossé un peu dans la journée. Je suis arrivé à faire en sorte que le conteneur Vagrant arrive à se connecter à un serveur SSH qui est directement sur le conteneur Libvirt, sans souci. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait du SSH forwarding et que le conteneur Vagrant forward automatiquement sa connexion SSH en passant par le serveur qui est sur le conteneur Libvirt jusqu'aux serveurs qui sont dans les VM générés par Libvirt. Jusqu'aux serveurs SSH qui sont dans les VM générés par Libvirt. C'est ça l'idée. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Alors j'ai modifié quelques trucs pour que quand on utilise le conteneur Vagrant, ça soit transparent. Donc en gros, j'ai mis en place un Vagrant file de configuration générale qui sera dans le dossier .vagrant.d. Et j'ai mis un SSH config de configuration générale qui sera là pour donc faire le forward agent. Enlever le strict host key checking parce que le conteneur Libvirt étant généré en même temps que le conteneur Vagrant, ça n'a aucun intérêt. Mettre le bon user, Vagrant, et le hostname, celui du conteneur Libvirt. Voilà. Et le Vagrant file, pareil, Libvirt host, celui du conteneur Libvirt, le driver KVM, et se connecter via SSH, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on va tester, et on va voir si ça marche. Alors, déjà, première chose, on va voir si, avec toutes ces modifications, je peux toujours arriver à SSHer dans le serveur SSH qui est sur le conteneur Libvirt. Et ensuite, on va paramétrer ce serveur SSH pour qu'il accepte le SSH forwarding. Et on va voir si on pourra faire notre connexion touk, 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 directement du client SSH de Vagrant jusqu'au serveur SSH des VM généré par Libvirt. Alors, notre première étape, on va faire déjà le test là, voir si l'installation des nouveaux fichiers de configuration se passe bien. Alors pourquoi c'est un peu touffu et que ça a pris du temps? Parce qu'à la base, là on est presque à 15 jours. Alors c'est des streams de 3 à 4 heures, hein, donc c'est pas des vraies journées. Donc en gros c'est une semaine dev. À la base je pensais que ça ferait un jour dev. Alors pourquoi c'est plus compliqué que prévu? Ben, deux choses. Déjà, la doc de Libvirt-D n'est pas à jour. Donc j'ai dû tout retrouver à la main, tout retâtonner. Parce que le conteneur de base c'est un Ubuntu Groovy, donc un Ubuntu 20.10. Et la log de Libvirt-D n'a pas pris en compte les derniers changements pour Ubuntu Groovy, donc j'ai dû tout retâtonner et tout reprendre. Et ensuite, Libvirt-D, D comme Daemon,
ne fonctionne qu'avec systemd, ou du moins est extrêmement intégré avec systemd. Et donc, il a fallu construire un conteneur avec systemd qui fonctionne correctement. Et donc ça a pris plus de temps que prévu. Donc maintenant, ça marche. Il y a aussi le fait que Vagrant, on a dû le repackager à la main pour qu'il soit bien intégré dans le conteneur, parce que Vagrant nous fait son propre packaging à lui avec ses propres dépendances. De l'avis du fondateur, selon l'avis du fondateur d'HashiCorp, donc de Vagrant, il le fait pour que ça soit beaucoup plus portable. Alors effectivement, c'est plus portable, mais c'est beaucoup plus lourd. Et en plus, dès qu'on commence à mettre des plugins, on a des soucis de compatibilité si on précompile les plugins. Et nous, c'est notre cas, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on ait des conteneurs qui n'aient que des artefacts, qu'il n'y ait aucun outil de compilation sur nos conteneurs, sauf ceux qui sont faits pour compiler, justement. Et donc, du coup, on a dû se retaper de compiler Vagrant à la main et de faire en sorte qu'il comprenne qu'il a des plugins. Voilà. Donc ça a pris un peu de temps aussi. Mais donc, bon, tout ça c'est fait. Donc maintenant, il reste juste la connexion SSH. Alors, pourquoi ça veut pas? Permission denied à l'ouverture de homevagrant.ssh. Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que je regardais les droits sur le dossier, et normalement, il a des bons droits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça redemande une recompilation du conteneur Vagrant. Pendant ce temps, je vais vous expliquer ce que c'est que ce truc. Donc le conteneur Vagrant, ça c'est l'init script, hein. Donc c'est celui qui se met dans l'entry point. Pour ceux qui suivent Imawi depuis 2 mois, là, depuis le début du stream, donc c'est toujours la même chose. On a des flags qui permettent donc sous forme de variable d'environnement, qui permettent de modifier le comportement. On a un système de hook ici qui permet d'inclure des fichiers bash ou shell pour modifier le comportement aussi. Avec les flags qu'on a vus en haut, on peut shunter totalement le comportement. Et là, pour cet init-script précis, l'idée c'est de générer à la volée, au démarrage du conteneur, les bons fichiers de configuration avec, en l'occurrence, la variable d'environnement qu'il faut, qui est celle-ci, copint libvirt domain, qui est le domaine de libvirt, donc pour notre test, libvirt.copint.test. Donc pour faire en sorte que le conteneur Vagrant communique par défaut avec le conteneur libvirt. Voilà. Et donc c'est ça qu'on débug, parce que j'ai mis ça en place il y a 1 heure à peu près, donc j'ai pas fini de le débugger. Parce que l'idée c'est que les gens qui veulent utiliser ce conteneur, alors c'est un V majuscule, la background file, les gens qui veulent utiliser ce conteneur, tous les paramètres par défaut soient déjà faits, et qu'ils puissent presque réutiliser leur background file qu'ils ont fait ailleurs directement dans le conteneur. Alors, la seule subtilité, c'est que Vagrant est majoritairement VirtualBox, et là qu'on est en libvirt. Mais bon, il y a énormément de box qui sont en libvirt aussi. Voilà. Donc on va attendre que ça se reconstruise. Donc le programme, je vous le dis, hein, si j'arrive pas à finir ce soir, et je pense qu'il y aura une phase, au moins la phase de formalisation des tests, de faire des beaux tests PATS, qui ne sera pas faite ce soir. Si j'arrive pas à finir ce soir, eh bien ça sera les prochains streams, et j'espère finir au moins avant le nouvel an. Pour commencer 2021 sur le débugage de Gitty, débugage de concours CI, et la mise en place des conteneurs GoHarbor.
attend patiemment que Gemstash nous livre ses gemmes. Ah non, c'est les gemmes du repo officiel, ça. Enfin, je vous avoue que mes petites vacances, là, ça va me faire du bien. Parce que je suis quand même un peu claqué. Ah, et il y a autre chose que j'aurais dû faire, c'est un beau Who am I pour voir qui essaye d'installer là. Parce que si ça se trouve, c'est ça, c'est pas le bon user que Dockerize, qui run Dockerize. Normalement, ça devrait être le cas, mais bon. Donc du coup, je reconstruis. Alors, j'ai quelques idées pour 2021. Bon, déjà, pour 2021, il y a un beau programme parce que c'est continuer la forge logicielle et espérer la mettre en place. Et donc, vous allez voir du Go Arbor mis en place. Vous allez voir des collections en cible pour pouvoir orchestrer du HashiCorp Vault directement sur de la VM ou du hardware, mais le cycle de vie des process HashiCorp Vault étant conteneurisé, ce qui fait un cycle de vie beaucoup plus stable, beaucoup plus contrôlé. Des collections en cible pour bien sûr les autres composants de la forge logicielle qui seront Concours CI, Kitty et Go Arbor dans un premier temps. Et ensuite des extensions des collections en cible, donc des rôles en gros qui seront inclus dans la collection en cible pour greffer du Renovate, greffer d'autres bots possibles et la migration de tout ça, de tout notre code et l'installation de ça sur notre infra. Là, il y en a, je sais pas, février, mars peut-être. On verra. Et après, il y aura toute une phase qui est la rénovation de nos interfaces, donc web, donc site et blog, en passant par Concours CI, plein d'idées. Vous verrez le moment voulu. On attend patiemment.
Donc oui, du coup, pour pouvoir faire les modifs en temps réel, enfin, au lancement du conteneur de ces fichiers de configuration, j'ai dû installer Dockerize, la version de PowerMan, parce qu'elle est toujours maintenue, alors que la version originelle, elle n'est plus maintenue parce que l'auteur considère que sa version est parfaite et qu'elle n'a plus besoin de maintenance. Donc du coup, j'ai pris celle qui est encore maintenue. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc oui, par rapport au stream précédent aussi, on est revenu dans notre environnement de test. Donc ça marchait tout à l'heure. Après, comme j'ai fait cette modification pour l'instant, ça marche pas, mais ça va revenir. Wow, le bâillement. Je me suis pris le micro dans la joue en tournant la tête. Ah, je suis bien présent là. Du rail ce soir. Alors, permission denied, ok. Pourquoi il est route? Il devrait pas être route. Il y a un truc là. Quand on... Attends, c'est au niveau du montage ici peut-être? Je vais tester sans mettre le mount point. On va voir. Peut-être que ça prend la valeur. On va voir. Non, mais la valeur en plus, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Livirt. Là, c'est Livirt aussi. Bordir, il est pour tous. Vagrant aussi. Point Vagrant D. Livirt TCP socket. Donc ça, c'est une subtilité des dernières versions d'Ubuntu que j'ai dû trouver. Donc quand on passera en TLS, il faudra mettre livirt-tls.socket. Je ne comprends pas
d'où vient le fait que ce répertoire soit route. Mhm. Bon. Alors, on va reconstruire et regarder le log et voir ce qui intervient sur ce répertoire. Donc lui, on va lui remettre son montage. Ça devrait pas. Il devrait pas être route. Donc on va reconstruire et voir ce qui intervient dessus. Je regarde pendant ce temps sur mon autre écran, sur mon autre ordi, les dépendances et voir s'il y en a une qui agit dessus pour transformer en route. Pour l'instant, que dalle. On va voir, hein. Alors. Donc ça, le SSHD configuration. Add host key generator. Create privilege separation directory. Ok. Add the group. Ah. Pourquoi là c'est skip? Mais je le... Ah, c'est que le défaut... Ça doit être un truc comme ça. Le default, il est sur install en route. Ouais, c'est ça. C'est que le default, il est en install route. D'accord. Non, là, je veux une install user de mon SSH. Alors... donc, SSH route. Pour lui, c'est bon. Mais pour Vagrant, c'est SSH user. C'est SSH route false. Voilà. Du coup, on relance. On reconstruit. Hop. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va faire n'importe quoi? On va voir.
Ah. J'aime pas ça. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bon, va falloir débugger sur le rôle d'origine. Alors, pourquoi il veut me copier le moduli? Attendez. Ok, copy moduli file. Source etc ssh moduli not found. Ouais. Mais pourquoi elle n'est pas found? Ah, mais je sais. Mais oui. Alors attendez, on va modifier en direct. Comme ça, vous allez voir. Donc, la collection sous-jacente, la collection dépendance, c'est celle-là, en cible environment. C'est une option de Linux Hardening, donc le rôle de base, qui est d'installer SSH, soit en client, soit en serveur, soit en root, soit en user space. Et là, dans ce cas-là, on est en client, en user space, et je crois que c'est le seul cas, ou l'un des cas d'utilisation, que je n'ai pas testé directement dessus. Et donc, voilà, ça vous montre qu'il faut faire ces couvertures de code beaucoup plus complètes. Mais à l'époque, j'avais pas le cas d'utilisation, donc je l'avais pas fait. Et donc là, en gros, ce qui l'emmerde, c'est que, comme je n'ai pas installé OpenSSH Server, j'ai installé qu'OpenSSH Client, eh bien, le SSH moduli n'a aucun sens, là. Alors, du coup, il faut faire un if exist. Donc, en cible, check file exist. Voilà. Voilà. Donc, on va enregistrer l'existence ou non du fichier. Juste devant. Alors, vous avez vu, j'ai mis la nouvelle syntaxe, c'est-à-dire ansible.builtin.template. Voilà, ça, c'est la nouvelle syntaxe. Alors, check that moduli existe. Donc, avec la nouvelle syntaxe, ansible.builtin stat. Ok. Et le path qu'on veut vérifier, c'est celui-là. Et ensuite, stat moduli. Voilà. On enregistre. Hop. Voilà. Et ensuite, on va faire cette tâche uniquement si le moduli existe. Et donc, c'est when. Pas not, mais when existe. Donc, c'est là. When. On enlève le note. When stat moduli. Moduli.stat.exist. Et donc dans ce cas uniquement, on copie le moduli du répertoire root vers le répertoire user pour qu'il soit, donc dans le cas où on installe un serveur SSH en user, pour qu'il soit disponible pour ce serveur SSH là. Bon, très bien. Alors, il faut actuellement 20 minutes pour faire tous les tests émergés. Donc, en attendant, on va trouver comment faire autrement. When add moduli when exists. Alors, as user, tiens, on va faire un peu de syntaxe agile.
Voilà, add moduli when exist. C'est semi-syntaxe. Hein. Hop. Ok, voilà. Et donc, on va attendre qu'il se fasse. Je vais libérer un peu de la puissance du système. On va prioriser pour le stream. Voilà, console running. C'est ce que je fais avec très peu de runners, très peu de workers. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, il faut que je priorise pour le stream, pour que l'expérience stream soit quand même à peu près correcte. Bon. Alors là, il y en a un qui démarre. Ça va pas tarder. Ça démarre. Alors, du coup, je vais vous mettre ici. Vous voyez le démarrage. Voilà. Donc là, il faut que tout ça, ça passe. Ensuite, ça merge en master. Et il faut qu'en master, ça passe. Et là, il sera dispo. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, tout ça à cause de ça. Bon, c'est con que je le vois seulement maintenant. Hein. Bon. Alors, du coup, si le fixe est bon, il faudra ici passer en 1, 2, 3. Voilà. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas un problème après coup. Et puis après, il faudra que je me tape de faire un test. De rédiger un test. Ce use case que je n'avais pas prévu à la base. C'est ça le problème de tester des infras. La couverture de code, c'est inconnu. Et donc, on fait au use case. Et donc, quand on prévoit pas le use case, on arrive dans ce cas-là. Alors, et heureusement qu'il y a l'immutabilité pour compenser. Alors, donc le moduli, ok. Le path, celui-là est secret. Et le SSH est secret. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. SSHD user, c'est bon. Ok. Ça me semble bon. Donc on va le laisser faire. Pendant ce temps, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder, tiens? Bon, déjà, on va nettoyer... Est-ce que j'en ai un des conteneurs où je l'ai écrabouillé? On va nettoyer ça. Parce que c'est incroyable, quand même. Donc je vais relancer pour voir ce qui se passe avant cette tâche-là. Parce que c'est incroyable qu'on nous génère un point SSH utilisateur en route. C'est bizarre. Ah mais non. Si, c'est bizarre. Alors. Ouais, did not match. Ah ouais. Bon, faut attendre. Donc pour ceux qui étaient là, à la charnière octobre-novembre, c'est là que j'ai refait cette collection cible en rassemblant 5 rôles différents. Celui pour l'installation de base de Linux, dont tous les autres rôles sont dépendants.
celui pour installer des binaires, simple. Donc, par exemple, si vous avez compilé un truc à partir de C++, de Go ou de C, etc., lui, il est chargé de l'installer, c'est-à-dire qu'il vérifie le hash, la signature, etc. Et il installe dans un path pour que ça puisse être exécuté en user et en root. Celui-là, c'est Node.js. Donc là, c'est installation de paquet Node.js en user et en root. Celui-là, c'est Python, installation de paquet Python en user et en root. Et celui-là, c'est Ruby, installation de paquet Ruby en user et en root. Voilà. Alors celui-là, il se rapproche d'une version plutôt plus ou moins finale, en cible Ruby. Python, pas tout à fait encore, parce que Python, pour l'instant... Ah, attendez. Alors... Chaque date module existe, il n'est pas content. Ah, le stats n'est pas dans le bon... On va voir ça. Alors, en cible stat, c'est dans quel namespace? Community? Non, cible built-in. En cible built-in stat. Pas d'evel, s'il vous plaît. 2.9. Ah, stat. Bizarre. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah! C'est pas ça le problème, c'est ça. Voilà. C'est que register, c'est pas un paramètre de stat, c'est un paramètre de la tâche. Et ça prend le résultat de la tâche. Voilà. Ça a été le problème. Donc du coup, on va cancel celui-là. Et on va redémarrer un autre ici. Alors, est-ce qu'il y a des workers qui sont occupés à autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Donc ça devrait pas tarder à démarrer. Ouais, il y en a un qui démarre. Les autres devraient pas tarder. Ouais, c'est bon. Alors, donc pendant ce temps, on va laisser faire. Bon. Si je fais un test, qu'est-ce qui va me sortir? Est-ce qu'il reste un artefact de Vagrant ou j'ai tout jeté? On va voir. On attend que ça teste, là. Et là. C'est pour ça que l'immutabilité aussi, c'est important dans une infra, parce que ça permet de remédier au fait qu'il y ait des cas d'utilisation non prévus qui apparaissent, et qu'il y ait des bugs liés à ça. Ben en fait, ça passe jamais en prod. Ça reste dans une branche en attente que quelqu'un débug, alors si possible rapido, pour qu'ensuite ça passe en prod. C'est pour ça que c'est bien l'immutabilité. Alors, bon, Vagrant est bien là. Par contre...
On va voir ce que ça fait de ce côté-là. Ça avance, ça avance. On est à l'idempotence. Pas mal. Oui, on run le playbook à l'intérieur de Copant Environments. Donc c'est ce qu'on veut, hein. Donc en fait, il faut 1 minute et quelques pour déployer. C'est pas mal, hein. Pour construire un conteneur, qui est somme toute un peu complexe. Bon, là, on va pas regarder ça comme... Alors, 1, 2, 3... Voilà, soit on attend la nouvelle release, soit on bidouille en attente. Donc, on sait qu'il faudra, quand la nouvelle release sortira, modifier ces deux variables-là. Et là, on va juste temporairement cocher ça. Voilà, et voir au moins si ça marche, et si après le tout démarre. Alors, il va grimper. On va attendre patiemment. Normalement, il y a 4 runners, donc il y en a un qui utilisait autre chose, mais je sais pas quoi. Ah si, je vois. Ouais, d'accord. Je vous expliquerai à quoi il est utilisé. Un truc pas mal. Donc quand on fera la migration vers la nouvelle forge logicielle, il y aura beaucoup plus de runners. Et il y aura une gestion saine des runners, en séparant ceux qui font du test lourd, entre guillemets, c'est-à-dire les collections en cible sur plusieurs VM, etc. Et ceux qui font du test léger, c'est-à-dire juste tester un conteneur ou un petit groupe de conteneurs, un Docker Compose séparément. Et ceux qui font encore du test plus léger, qui sont ne même pas tester des apps, faire des tests unitaires, des choses comme ça, avant d'aller tester des conteneurs plus tard, et puis de la collection en cible. Donc on pourrait avoir 3 hosts séparés, avec des puissances différentes en fonction des besoins.
Parce qu'en plus, il y aura deux types d'hosts. Ceux qui accepteront des conteneurs en privileged et ceux qui n'accepteront pas de conteneurs en privilege. Parce que je vais voir si c'est possible avec mon course. Si on a des hosts avec des conteneurs en privilege, il faut leur réduire un certain nombre d'accès. Notamment les accès au secret, par exemple. Il faudrait que les hosts avec des conteneurs privilege ne puissent pas accéder à des secrets. Là, c'en est où? On cible Python, on cible Python. Ah, et je sais, il y a des workers qui sont pris par d'autres trucs. C'est pas le moment, vous, c'est pas le moment. Voilà, une suite de tests. Hop, on suspend. On suspend. Ne vous inquiétez pas, je redémarre après le stream. On suspend. Mais là, vous empiétez. Bon, espérons aussi que GitLab squash bien avec le bon rôle. Qu'on ne soit pas obligé de se retaper un commit juste pour avoir le bon nom de commit. C'est une spécialité de GitLab, ça aussi. Ah d'accord, il y en avait encore un caché. Alors... Voilà, on voit apparaître du worker. C'est cool. Voilà. Bon, là on va tester avec les petites modifs. Parce que franchement, on n'est plus très loin. Mais après, c'est une affaire de savoir comment on peut gérer un SSH forwarding le plus transparent possible. Et ça, c'est pas forcément une mince affaire. Par exemple, ça, à mon avis, ça aurait plus sa place ici. Voilà. Comme ça, les gens qui ont un background file ne sont pas obligés de marquer ça directement. C'est le background file général qui prend ça en compte, qui merge avec, et donc ça marche. Ok. Start de process.
Hmm. Ça, il faut que je regarde comment améliorer ça. Est-ce que je fais un bin bash en me disant la commande va se greffer dessus? Mais apparemment, c'est pas le cas. C'est un bin bash arrobas peut-être. C'est dollar arrobas. Ouais. C'est comme ça. Je pense que ça. Ok, du coup, il faut rebuild. Ah, les mises à jour dispo, ça attendra. Alors, ils en sont où? C'est bientôt fini. Idempotence est faite. Nickel. En fait, unitairement, c'est rapide, mais le problème, c'est qu'il n'y a que 4 workers, donc ils sont obligés de se faire par groupe de 4, les uns après les autres. Mais si par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Allez, si on a 14 workers, tout ça, ça se parallélise et ça va beaucoup plus vite. Mais bon. Pour l'instant, j'ai réduit le nombre de workers. Peut-être qu'il faudra que j'augmente, je verrai. C'est bien, on attend là juste. Donc en temps normal, on pourrait faire autre chose, réfléchir à autre chose et tout. Mais là, je suis fatigué, flingué. Donc je réfléchirai pas ce soir. Hein. Le cerveau, il est off là. Alors, voilà les tests qui se font. Alors ceux-là, je crois qu'ils prennent un poil plus de temps. On va voir. Voilà. Eh oui, donc. C'est dur, hein. Et ça s'installe. Oh, en fait, c'est rapide. Combien de temps ça a pris? 1 minute 30. Ah ouais, c'est plus rapide que ce que je pensais. C'est bien. Donc en gros, si on regarde, si on arrive à tout paralléliser, là on est à 11 secondes, ouais. Là on est à 3 minutes. Donc on est à 4 minutes et demie, quoi. À peu près.
4 minutes et demie, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Attendez, attendez. Les changements que j'ai fait, c'est quoi? Mon petit changement, c'est juste de rajouter ça. Alors comment ça se fait que ça marchait avant? Là, il y a une incompréhension totale de ma part. Comment ça se fait que les tests passaient avant? Si là, il faut... Et le logo, je m'en occuperai un autre moment. Donc on est dans le test SSHD. Oula, c'est dur. SSHD user. Donc on a quoi comme variable pour celui-là? Oui, mais ça c'est le cas serveur. Package de base. Donc dans le cas serveur, le module devrait être bon. Il devrait être installé. Il y a quelque chose qui me... Il y a une incompréhension là. Alors attends. Oh yo yo. Ça va pas être une soirée productive, hein, j'ai l'impression. Alors, SSHD user. Qu'est-ce que ça me donne? Pourquoi il n'y a pas le log au max en plus? Check that module exist, copy module file. Ouais. Oh, regardez l'erreur. Regardez l'erreur. C'est ETC SSH. Moduli. Ouh. Eh ben c'est reparti. Pour rien quoi. Parce que je suis pas foutu de lire correctement mes lignes. Bon, allez. Eh bien la VOD, sur ce, suite au prochain épisode.